Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. Nous allons démarrer la 7e édition du prix Caméléon. Je ne me suis pas présenté, donc Lionel Mignot, responsable de la mission culture et en charge de l'organisation du prix. Donc voilà, bienvenue, on est très heureux de vous avoir ce soir. Très heureux d'avoir l'auteur Youssef Fadel qui est avec nous. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je passe le relais pour le lancement officiel à Manuel Jobert, vice-président des relations internationales en charge de l'Europe. Merci beaucoup Lionel. Alors j'ai un problème de distance parce que c'est trop près pour que je mette mes lunettes et trop loin pour que je vois correctement. Donc vous excuserez les approximations. Donc messieurs les doyens, madame la directrice, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis, je suis très heureux au nom du président Éric Carpano de débuter de cette cérémonie de remise du prix Caméléon qui a été créée, comme vous le savez, en 2014 et qui a la singularité et l'intérêt de récompenser à la fois un auteur et le traducteur d'un roman étranger contemporain. Donc, comme vous le savez, bien évidemment, cette 7e édition met le Maroc à l'honneur. Donc, le prix 2021-2022 s'inscrit dans le cadre de l'année du Maroc. Donc, il y a cette articulation entre le prix Caméléon et la faculté des langues, dont je salue le doyen quelque peu. Donc ce prix a pour objectif d'ouvrir les étudiants à la culture littéraire contemporaine étrangère et à la problématique de la traduction. Et donc ces deux volets représentent des axes fondamentaux de la formation de la faculté des langues aussi. Donc il y a à la fois une dimension culturelle et une dimension pédagogique. L'université Jean Moulin offre la possibilité donc aux étudiants de devenir l'un des 100 jurés étudiants. J'ai l'impression que tous ne sont pas là ce soir. Qui votent pour leur roman préféré et qui élisent les lauréats, puisqu'il y a bien évidemment l'auteur et le traducteur qui reçoivent le prix. Et donc, c'est au terme d'une année ponctuée de rencontres littéraires, de découvertes culturelles, musicales, culinaires, d'échanges, que le livre gagnant est désigné parmi les 3 ouvrages sélectionnés. Donc, les trois romans marocains sélectionnés cette année étaient Haute Maroc de Yassine Adnan, traduit par France Meyer, Les voisines d'Abou Moussa d'Ahmed Toufik, traduit par Philippe Vigreux, et N'appelle pas, y a personne de Youssef Fadel, traduit par Philippe Vigreux, ici encore. Donc, je suis particulièrement interpellé par le titre du 3e roman, dont j'aimerais faire mon slogan pendant les 3 années qui me restent à la vice-présidence. N'appelle pas, il n'y a personne, ça m'arrangerait. Donc, ces 3 romans contemporains choisis par les organisateurs ont été offerts à la BU à chacun des jurés. Et donc, merci beaucoup, parce que c'est un geste significatif. Et le 30 septembre 2021, il y a eu la soirée de lancement en présence du consul du Maroc, si ma mémoire est bonne. Donc, je tiens à remercier chaleureusement donc, les jurés étudiants, et particulièrement ceux qui sont là ce soir, qui font vivre ce prix littéraire universitaire chaque année, dont l'enthousiasme montre que le prix a toute sa raison d'être. Je n'oublie pas les traducteurs, les spécialistes de l'édition, les professeurs de littérature, j'en vois certains qui sont de véritables passeurs à la fois de culture et de littérature, les bibliothécaires, on a parfois tendance à oublier, mais qui sont pourtant fondamentaux dans l'organisation générale et puis justement dans l'accompagnement à la lecture. Les bibliothécaires, on le sait, sont de grands et de bons prescripteurs au niveau de la littérature. Les chanteurs, les musiciens, les conteurs et toutes les associations qui nous ont accompagnés et qui ont contribué à la réussite de ce prix. Je forme le vœu que ce prix soit reconduit chaque année, Inch'Allah, tant il me semble important, utile et même nécessaire au fonctionnement universitaire. J'ai le plaisir, je ne sais pas si c'est en avant-première, mais j'ai le plaisir d'annoncer que l'année prochaine, le prix Caméléon sera consacré au Japon, et donc l'année de la faculté des langues sera l'année du Japon. Donc ça nous fait de belles lectures et de belles rencontres en perspective. Merci de votre présence, merci beaucoup. C'est éblouissant. Bonjour, même presque bonsoir à tous et toutes. Merci Manuel Jobert d'avoir introduit cette session.
Alors, entrée récemment dans mes fonctions de directrice, c'est, je dois l'avouer, avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté aussi que je participe pour la première fois au nom de la bibliothèque universitaire et de ses équipes à cette 7e édition de remise du prix Caméléon consacré au Maroc, qui est en plus un pays qui me tient particulièrement à cœur du fait de mon histoire familiale. Comme le disait un autre écrivain marocain, Tahar Ben Jelloun, la littérature ne change ni l'homme ni la société. Pour autant, l'absence de littérature rendrait l'homme encore plus infréquentable. En ces temps politiquement et sanitairement troublés que nous traversons, il me semblait important, par cette citation, de rappeler justement le pouvoir fédérateur, voire dans certains cas réconciliateur de la littérature. Elle incarne sans conteste une des voies d'échange les plus riches et les plus universelles, une passerelle entre deux cultures, entre deux langues, et entre deux, voire trois esprits, celui de l'auteur, celui du lecteur et aussi celui du traducteur, dont l'émission Bienvenue rend possible chacune de ces expériences de lecture unique. Par son esprit d'ouverture au monde et à d'autres cultures, par sa volonté de promouvoir la culture littéraire contemporaine auprès des étudiants, et par son souhait de les sensibiliser aux enjeux de la traduction, le prix Caméléon s'inscrit pleinement dans les ambitions partagées de notre université que M. Jobert rappelait. Enrichir le parcours universitaire et académique de nos étudiants, contribuer à la formation et à de leur regard critique et ouvert sur un monde dans lequel ils seront citoyens et dans lequel ils pourront, je le souhaite, voyager un petit peu plus librement au cours des prochaines années. De les sensibiliser enfin à la beauté, mais aussi au pouvoir de la parole écrite qui tient, j'en suis convaincue, un rôle prépondérant dans nos cursus d'humanistes. Cette aventure du prix Caméléon est d'autant plus intéressante qu'elle est éminemment collective. Au-delà du jury de nos étudiants et nos étudiantes, c'est un travail commun mené effectivement par les bibliothèques, mais également par la faculté des langues, la faculté des lettres et les relations internationales, le service de la communication, qui rend chaque année possible cette cérémonie et qui en explique, je pense, le succès et la pérennité. Le prix est également l'occasion d'un partenariat local et fructueux et durable avec la librairie de Citre, donc je profite pour remercier au passage. Enfin, avant de céder la parole à M. Alessandro Martini, doyen de la faculté des langues, je tenais également à exprimer quelques remerciements au Conseil de la communauté marocaine à l'étranger pour leur soutien, aux étudiants et étudiantes, bien sûr, qui se sont portés volontaires pour débattre sur les prix, sur les livres du prix, et en particulier m'a-t-on soufflé à Corentine et François-Xavier, jurés étudiants, tous deux volontaires aujourd'hui, pour remettre ce prix et échanger avec les lauréats et partager leur lecture. À tous les traducteurs, vous l'avez évoqué, conteurs, musiciens, et enfin, bien sûr, à tous les collègues de la bibliothèque qui rendent possible le succès année après année, contre vents et Covid, de ce prix, avec une attention particulière à Lionel Mignot, qui en est le véritable chef d'orchestre, il faut bien l'avouer. Et enfin, plus que des remerciements, je tenais à féliciter et à exprimer toute mon admiration pour les auteurs et les traducteurs, pour la qualité des œuvres qu'ils nous ont proposées. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre attention et je cède donc la parole à Monsieur Martini. Bonsoir à toutes et à tous. Je serai bref, puis en arrivant en dernier, c'est toujours difficile. Tout a été dit, les choses intéressantes ont été dites. Donc, Monsieur Youssef Adel, auteur lauréat du prix Caméléon 2022, Monsieur Philippe Vigreux, traducteur lauréat du prix Caméléon 2022, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir, Monsieur le vice-président en charge de l'Europe et des relations internationales, Madame la directrice des bibliothèques universitaires, chers étudiantes, chers étudiants, membres du jury du prix, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur pouvoir prononcer ces quelques mots en ouverture de la cérémonie de remise du prix Caméléon 2022, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un honneur que nous accueillons dans nos murs un auteur et un traducteur qui nous ont offert des moments de vrai bonheur de lecture, dans un roman qui est tout autant poétique, habité par une extrême finesse et intelligence, qu'il est porteur d'un regard lucide sur les femmes, sur les hommes, sur la société, sur ses actifs et sur ses passifs. Il me semble que le jury a été sensible à un mélange qui nous a surpris, qui nous surprend et qui nous a porté d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, j'y étais très, très sensible. C'est un honneur aussi parce qu'après 2 années sans cérémonie de remise
en vrai, en présence. Nous nous réjouissons de nous retrouver enfin tous ensemble ici ce soir. C'est un vrai cadeau pour nous tous. Et nous pouvons le dire, cela nous avait terriblement manqué ces 2 dernières années. Donc que la cérémonie de ce soir puisse être un nouveau départ pour d'autres cérémonies dans les années à venir, à partir donc de l'année du Japon et du prix du Japon de l'année prochaine. Et pour terminer, c'est un honneur car le prix Caméléon représente un moment important dans la vie de la faculté des langues, comme cela a été rappelé par monsieur le vice-président. Et en effet, c'est un souhait fort de cette faculté qui est partenaire de ce prix, et cela depuis au moins 5 ans, je crois. Un prix qui trouve tout son sens dans l'articulation, évidemment, entre écriture et traduction, et nos enseignements, comme cela a été rappelé, sont bâtis en partie précisément sur cette articulation, sur le passage d'une langue à l'autre, et les difficultés aussi qui découlent dès lors qu'on essaye de franchir le chemin, parfois étroit, parfois un peu plus large, entre 2 langues et 2 cultures. Et donc, c'est une cérémonie ce soir qui est placée, me semble-t-il, sous le signe de la littérature, bien évidemment, de la poésie, de la traduction, mais aussi de la musique. Et tout d'abord, dans les mots de l'immense Fayrouz, qui, dès le titre du roman, lauréat, et jusqu'à sa fin. Mais également la musique qui va nous accompagner ce soir, celle de Dialek, qui avait ouvert le prix Caméléon en septembre-octobre dernier, et qui donc ce soir nous accompagne vers la fin. La boucle est bouclée. Et donc nous nous réjouissons pour cet accompagnement ô combien nécessaire en ces temps qui ne sont pas toujours sereins. Car, pour emprunter un passage au roman lauréat, la vie humaine serait vouée au chant. Et, puisque je cite, « Le chant, c'est la vie ». Merci beaucoup pour votre attention, pour votre patience. Bonne soirée. Donc, place à la remise. Donc, on a la chance ce soir d'avoir 2 étudiants jurés, Corentine et François-Xavier, qui vont nous présenter les 3 livres en lice et le livre gagnant. Bonsoir à tous. Je suis Corentine, étudiante en 3e année de littérature. Je vais vous présenter le premier livre qui s'appelle « Les voisines d'Abou Moussa » de Ahmed Toufik, qui a été traduit aussi par Philippe Vigreux. Donc, c'est l'histoire de Chama, une jeune servante au destin étonnant. Lors d'un repas, elle rencontre un vizir qu'elle va épouser. Celui-ci va mourir en mer et elle va alors épouser un jeune andalou, jeune converti à l'islam, qui va lui offrir un amour inconditionnel. Mais il va y avoir plein de péripéties parce qu'à cause d'un gouverneur jaloux qui est tombé sous son charme et qui va leur rendre la vie impossible. Et ils vont trouver un refuge avec Abou Moussa, leur voisin et ermite, donc qui va être un vrai soutien pour le couple. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est François-Xavier. Je suis étudiant en droit et c'est un vrai plaisir d'être là ce soir parce que ça doit être la 3e ou 4e fois que je participe au prix Caméléon. Et chaque année, c'est des très belles sélections qui nous sont offertes. Donc j'en suis reconnaissant pour tous les acteurs qui participent à la réussite de ce prix. Et puis, c'est aussi ma dernière année d'étudiant puisque j'ai soutenu ma thèse récemment. Donc c'est une belle manière pour moi de finir mes années d'études. L'autre livre en lice, il y avait Hôte Maroc de Yassine Adan, traduit par France Meyer. Donc c'est un roman qui raconte l'histoire de Rahal, archétype de l'anti-héros, qui est un personnage très insignifiant et lâche puisqu'il va régler ses comptes avec ses différents rivaux et ennemis en anonyme sur les réseaux sociaux. Sa capacité à détruire l'image des images publiques grâce à Internet va être repérée par les services de l'État et Rahal va être contraint de répandre des rumeurs dictées par le gouvernement via un journal en ligne qui se nomme Hôte Maroc. Donc, ce roman livre une analyse sur la nouvelle société marocaine et des bouleversements socio-économiques que connaît le pays depuis les années 1980.
Il dénonce tous ceux qui, à l'ombre du pouvoir, bloquent la marche du Maroc vers la démocratie. Et donc le troisième livre, c'est N'appelle pas, il n'y a personne de Youssef Fadel, traduit par Philippe Vigreux. Alors c'est l'histoire d'un homme, Osman, qu'on va suivre depuis son adolescence, et de l'amour de sa vie, Farah, qui va traverser sa vie comme un coup de vent. Donc elle vient, elle part, et le personnage principal a comme une fascination pour elle. En même temps, Farah, c'est un être très à part. Donc, elle ne se suffit pas d'une seule histoire. Donc, c'est pour ça qu'elle est là, mais qu'elle n'est pas tout à fait là. Et à côté de ça, il y a une critique de l'auteur pour son pays, donc le Maroc, une critique du régime politique, de la société et de ses dirigeants. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment empreint de poésie, qui ouvre une réflexion sur beaucoup de choses, sur l'amour, sur l'espoir, et voilà. Je vais continuer, donc avant de remettre le prix, on va parler un petit peu donc de la biographie de l'auteur et du traducteur. Donc l'auteur lauréat, c'est un écrivain donc marocain. Il est dramaturge, metteur en scène, romancier et scénariste. Il est né à Casablanca, dans un milieu modeste. Il a fondé une troupe de théâtre dans son quartier natal à Casablanca, la troupe El Bassim, et il monte des pièces de théâtre de grands auteurs dramatiques. Il publie sa première nouvelle en 1969, qui s'appelle Une tête échevelée et chevelue, qui va publier dans le quotidien El Alem. En 1974, il écrit La guerre, une pièce de théâtre qui lui vaut d'être emprisonné pendant plusieurs mois. Et c'est pendant son emprisonnement qu'il écrit, alors je ne sais pas si c'est une pièce ou un autre roman, qui s'appelle Le coiffeur du quartier des pauvres. D'accord, donc une autre pièce de théâtre. C'est aussi l'auteur de l'essai Fragments d'imaginaire, édité en français et en arabe. Il a aussi adapté des dialogues pour le cinéma, notamment pour les films Mektoub et Ali Zawa, Prince de la rue, tous deux qui ont été réalisés par Nabil Ayouch. En 2000, il a reçu le prix Atlas pour son roman Hashish, pour la meilleure fiction de langue arabe. Donc c'est un auteur de pièces, de romans, et qui travaille aussi sur des scénarios et comme metteur en scène. Il est un des membres fondateurs du théâtre Shems et il dirige la revue littéraire Nejma. Quelques mots sur le traducteur qui remporte ce prix, qui est beaucoup plus discret. C'est un docteur en lettres qui a soutenu sa thèse à Paris 10 en 1997 sur l'histoire de la darbuka, qui est un instrument de percussion. C'est un traducteur de l'arabe d'une quinzaine de romans contemporains. Donc il a traduit énormément de livres, en particulier la trilogie de Nahib Mahouf, prix Nobel de littérature 1988, ainsi que plusieurs ouvrages de la littérature classique sur les manuscrits originaux, dont les séances de, je suis désolé pour les prononciations, Makahamat et Dal Hamadani, auteur du Xe siècle. Donc, vous l'avez compris, nous parlons de Philippe Vigreux et de Youssef Fadel. Et nous sommes très honorés de lui remettre en tout cas à l'auteur qui est présent, le prix Caméléon de cette édition. Merci.
que je fais? Bien sûr, j'ai rien préparé. Bien sûr, je suis très très ému. Ça fait chaud au cœur, ça n'arrive pas souvent d'avoir des prix, bien sûr. Surtout remis par un immense jury avec 100 étudiants, des professeurs, qui se mettent tous d'accord pour aimer un livre. Ça n'arrive pas tous les jours. Et je remercie l'université, je remercie beaucoup les étudiants qui ont eu la gentillesse et la patience de lire mon roman et les autres romans, bien sûr. Je remercie aussi Philippe Vigreux, qui est un excellent traducteur. Sans lui, il a une sensibilité particulière vis-à-vis de la langue. Et bien sûr, je remercie aussi Axe-Sud. Sans eux, le livre n'aurait pas eu la chance de paraître et d'être là. Mais, merci beaucoup. Je suis très, très content, très ému. Je n'arrive pas à trouver... Il y en a plein de mots, mais ils se mêlent. Et il y en a qui sortent, il y en a qui ne veulent pas sortir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Merci beaucoup. Je prends mon autre, si vous voulez. Voilà, Alors Philippe Vigreux, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, a écrit un message à destination des étudiants. Donc Corentine et François-Xavier vont le lire. Voici les mots de Philippe Vigreux. Bonsoir à tous. Un état de santé défaillant m'empêche d'être parmi vous ce soir. Je vous prie de m'en excuser. Merci au jury d'honneur d'avoir accordé à Youssef Fadel et à moi-même ce prix prestigieux. Mais c'est surtout aux étudiants votants que va ma reconnaissance, car, à mes yeux, ce vote pluriel lui confère plus de légitimité et de valeur. Il le rend plus démocratique. Je félicite bien sûr Youssef Fadel, dont j'ai traduit 3 livres avec un égal plaisir. Youssef, qui est pour moi l'un des auteurs phares de la littérature arabe d'aujourd'hui, et dont, je l'espère, d'autres traducteurs s'emploieront à faire connaître l'œuvre en langue française. La politique, le politique et les politiques sont bien les pires fléaux qui empoisonnent nos vies. Quand la cité sera-t-elle gouvernée par des philosophes? La politique et les politiques détruisent tout, comme me le disait souvent mon ami Ibrahim El-Kouni. Il était bien placé pour le savoir. La Libye, l'Irak, aujourd'hui l'Ukraine. Nul besoin de commentaires. Le politique, déjà si odieux en soi, l'est encore davantage quand il se mêle de gangréner la littérature. Il se trouve des auteurs pour nous asséner des opinions, des idées politiques sans distanciation aucune. Un roman ainsi conçu ne sera jamais un roman. Tout au plus, un manifeste froid et dénué d'intérêt. Youssef, lui, prend le politique à bras-le-corps, mais il le fait en romancier de talent. Chez lui, le politique est comme effacé, avalé par l'art romanesque, qui est avant tout création d'une histoire, d'une quête et de personnages qui nous habiteront à jamais. Comment oublier Balout, le fou du roi, de cet incomparable livre magnifique qu'est « Un joli chat blanc marche derrière moi ». Comment oublier, dans « Un oiseau bleu et rare vole avec moi », ce jeune aviateur embrigadé le 15 août 1972 dans un attentat aérien contre le roi. Et comment oublier Farah, l'héroïne si émouvante par son innocence et son malheur de n'appelle pas, il n'y a personne. Youssef sait créer un tel effet de réel et est un si brillant conteur que l'on est aspiré par ses romans. Nous sommes avec l'aviateur dans le bagne de Tazmamart et le cheminement d'un scorpion sur le mur d'une cellule résume à lui seul toute la cruauté d'un régime qui pesa sur les Marocains pendant des décennies. Merci Youssef pour tout ce que tu nous apportes et nous dis de ton pays. En ce qui concerne mon travail, je n'ai rien à dire. Pour une raison simple, traduire, c'est résoudre 10 problèmes par ligne. C'est travailler dans l'infiniment petit. Difficile, on le comprendra, de rendre compte d'une telle expérience. Je n'ai donc aucune théorie, aucune recette. Il ne saurait y en avoir. Chaque texte impose sa loi
et à chaque nouvelle entreprise, malgré l'expérience acquise, je suis nu et frissonnant. Mon seul souci, et c'est la seule qualité que je voudrais qu'on reconnaisse à mon travail, c'est la fidélité. Traduire, c'est d'abord écrire, non pas en laissant libre cours à sa fantaisie, mais en collant toujours au plus près du texte, en se posant sur lui. C'est le cas de le dire, comme un caméléon, en le brassant et en le rebrassant sans cesse pour atteindre une épure. Dans l'acte de traduire, il doit y avoir ce double mouvement de rapprochement et de distance qu'effectue le peintre en peignant. On se rapproche de la toile pour apposer la touche, scruter le détail, puis on s'éloigne pour s'assurer de la cohérence de l'ensemble. Par cela même, traduire, c'est se trouver toujours à l'exacte insertion de ces deux options que l'on oppose et qui sont complémentaires. Littéralité et littérarité. Sans la première, le texte sort des rails. Sans la deuxième, il perd sa force d'expression. Fidèle aux sources, repérage attentif des niveaux de langue, des unités stylistiques, profond travail de recherche lexicale, travail d'écriture, voilà les maîtres mots qui caractérisent notre activité. Je ne dis surtout pas métier, il faudrait pour cela que nous ayons un statut qui est encore à créer de toutes pièces. Mais c'est là une autre histoire. Merci à tous, à vous chers étudiants qui avez lu les livres sélectionnés et avez porté votre choix sur ce magnifique roman. Et à toi Youssef, mes plus chaleureuses félicitations pour cette récompense ô combien méritée et qui, je l'espère, donnera un plus fort retentissement à ton talent d'écrivain. Philippe Vigreux. Alors on peut applaudir Philippe Vigreux pour son message, mais aussi, on peut aussi applaudir Corentine et François-Xavier pour leur investissement. Leur investissement, leur travail de préparation, qui va continuer maintenant avec le débat sur le roman, sur la question de la traduction et sur la littérature marocaine. Donc j'invite François-Xavier, Corentine, Sandrine Rabosso, Youssef Fadel et Miloud Garafi à prendre place pour le débat. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir, je le redis, que nous accueillons Youssef Fadel ce soir pour évoquer son livre paru chez Actes Sud. Donc l'idée de cette partie, c'est d'ouvrir le débat des questions que se sont posées nos étudiants qui sont représentés ici parmi nous. Et donc on soulignait le travail exceptionnel de Philippe Vigreux avec vous. Et la première question qui me vient, et après je donnerai la parole aux étudiants, c'est le choix du titre, puisque en arabe c'est Farah qui a été choisi. Chez Actes Sud France, c'est effectivement un autre titre qui fait référence à la chanson de Férouz. Et vous me disiez en anglais, c'est aussi un autre titre. Donc je voulais savoir, avec Philippe Vigreux, est-ce qu'il y avait eu une discussion qui s'était engagée, si c'était votre choix, si c'était une suggestion de Philippe Vigreux? Bonsoir, encore. Oui, il y a toujours un problème en ce qui me concerne, concernant le titre. J'ai toujours des problèmes avec le titre. Parfois, ça arrive d'un seul coup, parfois, ça n'arrive jamais. Il faudrait que j'y recours à ça d'abord pour le livre arabe. On n'a pas encore arrivé à la traduction. Pour l'arabe, j'ai toujours des difficultés à trouver le titre. Parfois, ça marche, et parfois, ça n'arrive jamais. Et par exemple, l'oiseau bleu, ou bien le premier, un chat
Un joli chat blanc en marche. C'est un ami qui m'a dit, voilà le titre. C'est une phrase dans le roman. Il m'a dit, voilà le titre. J'arrivais pas à le trouver. Et parfois, ça vient tout seul, avant même d'avoir commencé le roman. Hashish. Pouf, c'est un très joli titre. Et ça commence. Alors, pour la traduction, moi, je trouve que Philippe Vigreux a trouvé un très, très bon titre. Ça accroche. Farah en français, ça ne veut rien dire. Farah en arabe, c'est joie. On peut trouver quelque chose, mais Farah en français. Mais là, c'est un très bon titre. C'est quand même un des personnages principaux, Farah. C'est surtout la chanson de Férouz. C'est une chanson qui est connue, triste, très jolie chanson. Et là, le titre, ça interpelle. C'est comme un roman policier. On n'appelle pas personne, c'est comme... Il y a quelque chose, il y a une intrigue dans ce titre. Le traducteur anglais a trouvé autre chose. Il a dit, on va aller continuer comme un joli chat blanc marche avec moi, un oiseau bleu, un rare oiseau bleu vole avec moi, un poisson scintillant nage avec moi. Il a fait ça. Je lui ai dit, c'est pas mal, vas-y. Voilà, chacun trouve... parce que je crois que le traducteur, il sait mieux que moi les lecteurs à qui il s'adresse. Je ne connais pas, moi, les Français, ou bien les Anglais, ou bien les Américains. Mais eux, ils se disent, je crois. On n'a pas échangé beaucoup de mots là-dessus, mais je sais que eux, et bien sûr, et l'éditeur, quand ils trouvent le titre, il est accrocheur ou non. Ils disent, tiens, voilà le titre, et ça marche. Et cette chanson de Férouz, vous pouvez nous en dire quelques mots au sein du livre, mais à titre personnel, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson? Pour l'héroïne, pour Farah, d'abord, elle est venue à Casablanca pour chanter, pour devenir chanteuse. Pourquoi elle est venue pour devenir chanteuse? Parce qu'elle aime beaucoup Férouz. Et quand elle est petite, elle passait dans les rues où il y a le vendeur de disques, etc. Il faisait toujours... c'est Férouz qui résonnait dans le quartier. C'est comme ça qu'elle... Et surtout, elle aime cette chanson parce qu'elle est pleine de nostalgie, de tristesse. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi, parce que ça évoque quelque chose chez elle. Et surtout quand elle va la chanter dans une mosquée, c'est encore plus... Ça donne plus de panache. Voilà. Alors, je laisse la parole à Corentine ou à François-Xavier. Alors, pour continuer sur la traduction, on s'est interrogé sur justement, comme Philippe Vigreux, c'est votre traducteur de 3 romans, je crois, de vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation que vous avez construite avec lui? Comment ça se passe un peu votre travail, son travail à lui, comment ça se passe avec vous? Le travail, c'est surtout par mail. Ouais, pour le premier roman, je ne l'avais jamais rencontré. Et bien sûr, il y a beaucoup de dialogues en dialecte qu'il ne maîtrise pas d'abord. Ou bien des choses qui sont un peu... pas difficiles à cerner dès la première lecture. Il faut plusieurs lectures. Et quand il me demande ça, moi, j'avais déjà oublié qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que j'avais écrit. Et pourquoi je l'avais écrit. Alors, je cherchais pourquoi j'avais écrit ça, pour lui dire, voilà, justement, voilà ce que je voulais. Parce que au moment où tu écris, tu ne réfléchis pas ce que ça veut dire. Non, tu écris, et après, tu as oublié ce que tu voulais signifier. Et c'est comme ça, par mail, et on arrive à trouver... je lui expliquais. Parfois, mais c'est toujours comme ça. Surtout les mots, parce que j'insère toujours des mots en dialecte qu'il ne connaît pas, bien sûr.
Une autre question par rapport à la maison d'édition qui vous publie, Actes Sud. C'est une maison d'édition qui est assez engagée déjà dans le dialogue Occident-Orient et aussi sur la mise en valeur du traducteur. Parce que j'avais vu que c'était une maison d'édition, c'est assez rare, qui met le nom du traducteur sur la couverture. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette maison d'édition particulièrement pour la traduction? Et qu'est-ce que vous pensez de son... Je crois plutôt que c'est eux qui m'ont choisi. Parce que c'est pas facile de trouver un éditeur. Et quand j'ai su qu'ils vont éditer le premier, bien sûr, Actes Sud, c'est pas rien. C'est une maison prestigieuse qui fait connaître les auteurs arabes de tout le monde arabe. Et j'avais déjà un traducteur. J'étais à Bruxelles, j'avais déjà un traducteur. Mais le responsable d'Actes Sud, il s'appelle Farouk Mardem, un Libanais qui le connaît très bien. Il m'a dit non, moi je vais te choisir un très bon traducteur. Et voilà, c'est comme ça qu'il a choisi Philippe Rigaud, parce qu'il connaissait son travail. Il a déjà publié Najib Mahfoud, toute la trilogie. Il a publié, mais il connaît très bien. Et c'est un très très bon choix. Voilà. Mais pour qu'elles ne mettent pas le nom du traducteur, il faut mettre le nom du traducteur sur la page. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui le cachent. Ils le mettent en page à l'intérieur. Alors non, il doit être sur la couverture. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de raison. Et quand on vous entend parler dans un français impeccable, on se demande, tiens, pourquoi n'écrit-il pas en langue française? On parlait de Tahar Bergeloum. Il y a un certain nombre d'écrivains marocains qui écrivent en français. C'est très simple. Écrire n'est pas comme parler. Écrire, ça demande... c'est parce que les images sont faites par des mots. C'est les mots qui véhiculent tout le travail. Non, je peux parler. J'ai écrit des pièces de théâtre en français. C'est parce que c'est le dialecte. La basse, comment tu vas? Non. J'ai édité 2 pièces ici en France, chez Théâtral. Mais c'est pas la même chose. Non, parce que le roman, c'est la langue. C'est surtout la langue. Sans ça, la subtilité de la langue, et c'est tout un univers qu'il faut chercher. Je n'oserais jamais. Je vous remercie pour toutes ces remarques. Justement, en parlant de la langue, vous écrivez avec beaucoup de sensibilité, une belle histoire d'amour. On voit les perceptions du narrateur qui sont très, très délicates, très bien décrites, avec beaucoup de poésie. Je me demandais quel est le passage que vous aviez préféré écrire, ou en tout cas celui qui vous reste en mémoire lorsqu'on vous évoque ce roman, ou lorsque vous repensez à ce livre. Je n'ai pas de passage précis. Parce que, sincèrement, j'oublie tout. Mais je sais que il y a des passages qui sont bien, qui sont, je dirais, ça n'arrive pas souvent. Je dirais que l'auteur écrit pour arriver à ce moment. C'est pas tout, le roman est de la même égalité, ça n'arrive jamais. Mais l'auteur, ça m'arrive, il écrit, et à un moment, ça marche, c'est très bien. Et on est content toute la journée. Et on va boire un verre. Mais ce sont des moments rares. C'est pas tous les... Mais où sont là, je sais pas. Mais le dernier passage est bien. Le dernier où Farah parle, je crois que c'est un des moments les plus bons, je crois. C'est ça? Oui.
J'ai répondu. Oui, merci pour cette réponse. C'est vrai que la fin est particulièrement belle. Plus on avance, plus on sent cette montée en puissance. Oui, tu ne sais pas comment ça arrive. Tu es là, tu écris, il faut venir tous les matins à 8h du matin ou 6h du matin écrire. Est-ce que ça va sortir? Je ne sais pas. Et comme ça, de jour en jour, il faut être là tous les jours pour que puisse arriver ce petit moment de joie, de félicité. Il faut être prêt tous les jours et attendre. Parfois, ne rien écrire. Ça arrive. Des moments comme ça, difficiles, où tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Mais tu attends, mais tu écris, et tu déchires d'une trentaine de pages. Ça arrive, il faut le faire. Il faut avoir cette humilité, ce génie de détruire, d'effacer, pour que ça puisse, pour que ça puisse continuer. J'ai toujours eu en mémoire une petite phrase qu'avait dite, je crois que James Joyce, où il a dit « Il faut écrire la première phrase en ayant l'œil sur la dernière phrase, pour ne pas se perdre. » Ça, c'est très génial. Il faut avoir toujours en mire la dernière phrase. Comme ça, tu trouves... tu ne risques pas de beaucoup de perdre. Et justement, vous parlez de la dernière phrase, mais la première phrase, moi je voulais savoir c'est quoi le point de départ de votre livre? Qu'est-ce qui vous donne qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'écrire cette histoire-là? Il faut écrire, parce que je suis ici pour écrire. Quand je suis ici dans ce monde pour écrire, alors j'écris, et quand je termine un roman, je sais déjà le roman qui va suivre. Je n'arrête jamais. Il faut trouver, il faut chercher, il faut trouver. Et tu as plein d'idées et je ne trouve pas de problème de trouver. Mais l'écrire, ça, c'est un autre problème. Est-ce que c'est l'idée, c'est ça ce qu'il faut? Est-ce que c'est le bon filon? Est-ce que c'est... tu ne sais pas, mais tu tentes, mais ça marche toujours. Je vais écrire sur la mosquée, je vais écrire sur la mosquée. Quoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va devenir? Je ne sais pas. Mais c'est là que commence le travail. Tu passes presque une année à chercher cette idée qui n'est rien, qui est un seul titre. Mais de quoi remplir ce récipient, tu ne sais pas. Il faut chercher, il faut aller dans plein de marchés pour avoir une bonne marchandise, le récipient, ça se remplit. Pour faire une bonne cuisine, il faut beaucoup d'ingrédients, il faut beaucoup de bons légumes, du terroir et tout. Et c'est ça, pour arriver à quelque chose de bon, que les gens aimeraient. Cette mosquée, donc c'est quand même le sujet, un des sujets du livre. Je voulais savoir, donc dans cette trilogie qui retrace le règne d'Hassan II, cette mosquée qui est l'objet d'un certain nombre de critiques, puisque toute la population est mise à contribution, les pauvres comme les riches. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une approche politique aussi à travers le traitement de la construction de la mosquée? Comment vous l'avez conçu à l'intérieur du livre, cette construction de la mosquée? Quelle était votre intention narrative et peut-être politique? L'intention, pour écrire, moi j'ai toujours besoin d'un ennemi. Je n'écris pas s'il n'existe pas, je l'invente. Sans ça, ça ne marche pas. Il faut trouver même le voisin ou bien n'importe qui. Surtout le voisin. Pour un parti politique, parfois un parti politique, parfois. Et c'est une bénédiction d'avoir tout l'État comme ennemi. Alors là, on y va. Allez, vas-y. Et je n'arrête pas de passer du bagne. Dans le premier, il y a le bouffon du roi, l'autre.
qui est là à critiquer. Et il n'y a pas de problème. Moi, j'avais déjà passé la prison. Avant d'écrire, de commencer, c'est vraiment, j'avais déjà passé la prison. Alors, il n'y a pas de problème. Mais je n'écris pas de la politique. J'écris des choses que j'ai ressenties, que tout le monde ressent, parce que tout le monde se met à contribution. Moi aussi, je n'ai pas donné de l'argent. J'ai pas participé. J'étais enseignant à cette époque, et nous, 4 ou 5 étudiants, professeurs, on a dit, on va rien donner. On n'a rien donné. Les autres ont peur, et ils donnent pour avoir la paix. Ça a été plus délicat dans les campagnes. Parce que les campagnes, c'est le politique, l'État est présente partout. Les gens ont peur. Pas dans les villes, non. Si beaucoup d'enseignants ont donné de l'argent, c'est parce qu'ils veulent. Bien sûr, ils viennent, te disent ton nom et tu dois donner tant. Pourquoi donner tant? C'est écrit le nombre. Tu vas donner, nous on gagne 2000 dirhams, tu vas donner 800 dirhams. C'est presque le tiers. Non, on leur a dit, on va donner 200 dirhams. Il nous a dit non et on est parti. C'est tout, ça s'est passé comme ça. Mais les gens ont souffert comme ça. Les gens ont souffert déjà l'idée que tout le monde contribue, c'est mauvais, c'est une mauvaise idée. Et le père d'Haussmann, avec cette fissure de la mosquée et cette scène du souverain qui renverse l'échelle, elle est venue comment, cette scène? Ça, c'est du burlesque. Mais je ne sais pas comment ça arrive. Je sais. Mais cette fissure, quelqu'un m'en avait parlé, qui a travaillé dans la mosquée. Mais est-ce que ça existe ou non? Mais il m'a dit, un jour, il y avait une fissure. Ils l'ont enlevée. Mais moi, ça t'interpelle. Voilà de quoi écrire quelque chose. Parfois, il suffit d'entendre une phrase dans l'autobus et ça te donne 2 ou 3 belles pages. Mais il faut être là pour saisir l'occasion. Pour que une phrase, un spectacle, une image de quelque chose. Mais c'est là, le roman est constitué de petits moments que tu arrives à saisir parce que tu étais là au même moment, au même endroit. Par exemple, cet homme qui m'a dit, et oui, j'étais à Marrakech et il m'a dit qu'il était menuisier pendant les travaux de la mosquée. Il m'a dit, un jour, on a vu une fissure sur le toit. Voilà. J'ai une petite question concernant Tu auras une petite réponse. Une petite réponse. Concernant le roman Farah, où on n'appelle pas, il n'y a personne, toutes les initiatives des personnages sont vouées à l'échec. Tout appartient à l'inachevé, en fait. Il y a Othman, le héros, donc, qui n'a jamais réussi à avoir une relation durable avec Farah, qui revient. Il y a son frère qui revient de l'Arabie Saoudite dans un cercueil, décapité, sans la tête. Mais il n'est pas allé au bout de sa mission. La mosquée, avec toutes les précautions prises pour bâtir une belle mosquée, finalement, une fissure qui est là. Quoi d'autre? On a l'impression que tout reste à l'inauguration qui n'a pas eu lieu au moment prévu, et ainsi de suite. Alors, vous avez dit tout à l'heure, quand j'écris, je finis un roman, je pense déjà au suivant.
Et je me dis, moi, que toutes ces histoires, parce qu'il y a plein d'histoires dans votre roman, est-ce que, vous allez me dire, l'écriture est elle-même appartient à l'inachevé, parce qu'il faut toujours penser à autre chose. Est-ce que vous avez pensé à tirer une nouvelle histoire de ce roman-là? Quel est le suivant après? Est-ce que vous avez pensé à un roman qui pourrait peut-être, je dirais pas, être la suite de celui-ci ou des histoires, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait donner, qui existe dans votre roman, qui pourrait donner lieu à un autre roman? D'abord, après ce roman, j'ai déjà publié 3. Oui, mais je parle des risques. Oui. Non, c'est quand tu termines un roman, tu le termines. Mais, mais le plus important dans ce que tu viens de dire, c'est inachevé. Moi, je le ressens. Je sais ce que tu dis, ce que tu ressens. Je crois que c'est pas voulu. D'abord, d'abord, il y a une partie inconsciente du travail, parce que quand tu boucles une histoire, ça devrait être achevé, normalement. Mais tu boucles une histoire, tu l'achèves à partir de moments inachevés. C'est parce que, je dis ça a priori, parce que je trouve que les personnages sont sur le seuil de quelque chose qui n'aboutissent pas. C'est comme, et même si ça arrive parfois, c'est le hasard. Et c'est dans ce balbutiement, dans cette interrogation, que se constitue l'histoire. C'est parti de là. L'inachevé, c'est le fondement de l'achevé. C'est de la philosophie, ça. Non, je veux dire que je suis conscient de cela, oui. Et je dis c'est comme ça que que je procède. Sans cela, je ne dirai jamais quelqu'un qui va tomber amoureux. L'amour, c'est ce moment de l'amour où les passions sont tumultueuses. Après, quand ils s'embrassent, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de magie. La magie, c'est dans le moment où on se recherche, on se dispute, et on va, on vient. C'est ça qui fait ça, c'est dans la fiction, hein. Et voilà, c'est ce que... C'est clair, je sais pas. C'est clair, merci. Je voulais savoir, moi, comment votre roman il a été accueilli au Maroc. Est-ce que ça a fait parler? Est-ce que, surtout par rapport à la critique du pouvoir? Je ne sais pas. Moi, je ne dis pas moi. Je donne mes livres à quelques amis avant de les éditer. 3, 4... Et quand ils me disent que c'est bon, quand ils aiment le travail, ou bien il y a des critiques, etc., je refais plusieurs fois. Et une fois lancé, je suis satisfait parce que les amis qui l'ont lu, dont j'ai la totale confiance, me le confirment. Par la suite, je rencontre quelques gens, parce que ça ne va pas se vendre à grande échelle, hein. Pas se leurrer. C'est des ventes. L'important, c'est que quand tu es un éditeur arabe, pas marocain, parce que les Marocains ne voyagent pas dans les salons, c'est dans les salons de livres qu'on vend le plus. Les salons. Et puisque les salons s'échelonnent de janvier jusqu'à décembre, au Riyad, au Liban, l'Algérie, Tunisie, le Caire, tu arrives à vendre parce que c'est dans les salons que ça marche, et surtout pour les romans. Mais pour le Maroc, c'est pas très important. J'avais publié en 95 un roman qui s'appelle Armet, une ancienne ville. C'est 2000 exemplaires maximum, c'est 2000 exemplaires. C'est tout. Et un jour, elle m'a dit, ah, ça y est, c'est achevé, on a tout vendu. C'était en 2015, après 20 ans. Voilà, pour vous dire que ça, c'est pas donné. Parfois, ça marche pas.
Mais l'important, c'est travailler. Et par rapport à cet accueil qui est réservé au livre, on rappelait avec les étudiants votre collaboration avec Nabil Ayouch. Alors on se souvient, nous, en France, des ennuis qu'il a eu avec son film Much Love, qui abordait la prostitution au Maroc, et qu'on a même dû protéger l'actrice principale du film, qui était menacée de mort. Et je voulais savoir, quand même, je reviens un peu à la question de Corentine. La critique, elle est quand même là du règne d'Hassan II. Quel accueil, quel écho vous avez du côté du pouvoir de Mohamed VI, de ce qui transparaît, de ce que disent les personnages dans le livre, de cette effectivement hégémonie du pouvoir et de la construction dans un contexte tendu pour les finances du pays et l'effort qui est demandé à la population. Enfin, quel écho vous avez par rapport à votre livre au sein du pouvoir? Je vais vous dire une chose. D'abord les choses ont changé depuis le règne Hassan II à Mohamed VI, ça a changé. D'abord, il n'y a pas de censure. Pourquoi il n'y a pas de censure? Parce qu'il n'y a pas de lecteur. Ils s'en fichent. Puisqu'ils ne lisent pas. Tu écris tout ce que tu veux. C'est pas comme la télévision. Là, surtout la télévision. La télévision, parce que les gens, tous, à la cuisine, à la chambre à coucher, au salon, là, oui, on surveille. Mais un roman que personne ne lit, tu écris ou tu n'écris pas, ils s'en foutent, et ils ne le lisent pas. C'est ça qui est... Ils s'en foutent. Voilà, je crois que c'est comme ça, parce que... Tu fais partie des romanciers marocains qui ont commencé dans les années 70, si ma mémoire est bonne, voire même avant, je crois, 69, la première nouvelle. Mais tu as accompagné tous ces romances. J'ai édité une petite nouvelle dans un journal. Pardon. Oui, je t'en prie. Dans un journal. Et je l'ai posé sur la table et mon père l'a vu. Mon père, c'est un homme qui lit un frère qui enseignait il a lu ça. Et il a écrit en haut, parce que c'est une petite histoire, une nouvelle qui parle d'un jeune homme qui rencontre un jeune homme sans cheveux, qui rencontre une belle fille avec des cheveux longs, etc. Et il a écrit, mon fils, écrit les histoires historiques et laisse tomber ça. Mais c'est important ce qu'il dit. Mais ça va revenir dans ma question. Oui, mais il m'a acheté une cartouche de cigarette. Je ne fumais pas. Je croyais que les écrivains fument. Tous les écrivains fument. Ça contraste avec ce qu'il était, un faqih. Un faqih veut dire quelqu'un qui est très attaché à la religion. Oui, il enseignait le Coran. Connaisseur aussi. C'était peut-être un bon connaisseur, justement. Mais il ne m'a jamais dit d'aller prier. Oui, voilà. Donc, oui, c'était comme ça avant, ouais, c'est vrai. Alors, moi, question, quand je lis vos romans, j'ai l'impression que... Enfin, vous avez commencé avec, je crois même avant Choukri. Choukri, sa publication de Khobz al-Hafi, c'était tardivement. Mais vous avez tous appartenu, me semble-t-il, à ce courant de la littérature marocaine, ce courant réaliste des années 70 et des années 80. Choukri, Zefzef, Al-Khouri, qui vient de nous quitter, et d'autres, bien sûr. Mais j'ai remarqué que pour vous, j'ai l'impression que vous inscrivez toujours dans ce courant, parce que le roman arabe relève toujours il est toujours de l'ordre de l'histoire, en fait.
toutes les causes, tous les problèmes qui bouleversent le monde arabe sont traités dans le roman. Donc le roman, il est toujours très attaché à la réalité et à la référence donc socio-culturelle, politique, ainsi de suite. Mais la façon d'écrire, dans votre façon d'écrire, il y a une évolution, puisque dans ce roman, comme dans Un chat blanc marche avec moi, vous utilisez de temps en temps le fantastique. Par exemple, ce chien dans le roman, ce dialogue avec le chien entre Othman et le chien, oui, cette façon de faire. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Est-ce que vous faites ça consciemment tout en se disant tiens, exprès bien sûr, tout en vous disant tiens, je vais peut-être apporter quelque chose de nouveau au roman marocain, le sortir un peu de ce réalisme parfois rigide? Peut-être, je sais pas, c'est difficile de répondre à de telles questions parce que vraiment, je ne sais pas comment ça se passe. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. Dans le roman sur un oiseau bleu. Oui, qui vole avec moi. Oui. Les premières pages, il y a cet homme qui est là dans sa cellule et qui voit un scorpion qui monte sur la vase et qui descend. Ce qui est important surtout, c'est trouver dans ce moment une chose fascinante. Comment décrire le mur. Et quand tu écris cela, tiens, il cherche. Je n'ai pas d'idée conçue au moment où j'écris. Tiens, voilà, j'écris, tiens. Et s'il cherchait une bague qui est enfouie, qu'un détenu quelconque a enfouie dans une partie de ce mur, c'est une bonne idée. Puis il se dit, tu n'es pas conscient, ça vient comme ça. Puis il se dit, tiens, lorsque je trouverai cette bague, je sortirai vivant. Et voilà, tu as toute la boucle bouclée. Et tu ris avec plaisir, parce que tu as trouvé le petit truc qui manque. C'est une recherche perpétuelle de ces petits détails que tu n'avais pas avant et qui font que ça marche. C'est pour ça que tu es là pour trouver ces moments-là. Donc c'est créatif, ça nous change un peu de certains romanciers marocains que vous connaissez, qui n'arrivent pas à se détacher de leur profession de critique, d'enseignant, de littérature, et qui essayent de forcer la main de la création en utilisant des techniques de la narration. Donc c'est plutôt rassurant quand on entend votre opinion. Merci beaucoup. On peut peut-être passer à une lecture d'un extrait, François-Xavier, si... Ça permettra justement au public qui n'a pas forcément lu le livre de découvrir l'univers de Youssef Fadel. Oui, alors on parlait de la fin du roman et c'est vrai qu'il y a un passage dans la fin que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché. Et lorsqu'on préparait un peu des questions j'avais évoqué ce passage et on s'était dit qu'on pouvait éventuellement le lire. Voilà, et peut-être qu'après vous pourrez nous dire ce qui vous est passé par la tête ou ce qui vous a inspiré ce petit passage. Donc c'est tout à la fin. Voilà, si vous vous en souvenez. C'est tout à la fin et Farah était malade, elle était inconsciente et elle se réveille. Le soleil couché, son état, donc on parle de Farah, s'est amélioré d'une façon subite et surprenante, comme si elle n'avait rien. Devant ce progrès fulgurant, même ses brûlures ne signifiaient plus rien. Elle a jeté le tissu qui lui couvrait le visage et elle est sortie.
Je l'ai vue par la fenêtre escalader la dune qui sépare l'atelier de la plage et s'asseoir sur le sable. Même à peine guérie, elle rayonnait de beauté. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle. J'avais une telle envie de l'attraper par le bras et de la serrer très fort contre moi que les larmes m'en sont montées aux yeux. Mais je lui ai seulement passé mon bras autour du cou. Pas loin de 2 heures plus tard, la nuit était tombée sans que nous nous en soyons aperçus. Nous sommes restés assis en silence, sous une petite lune aux contours éblouissants que perçait, au milieu d'une couronne de nuages semblables à de la vapeur colorée. La surface de l'eau scintillait comme un autre ciel peuplé d'étoiles que nous comptions, Farah et moi, une par une, sans les voir, et qui prédisaient, selon elle, les beaux jours à venir. Je n'ai pas osé lui dire à quoi bon les beaux jours si son état devait rester le même. Un souffle de vent passager a suffi à faire frémir son corps, encore frêle. Pendant que nous retournons à l'atelier, elle m'a dit qu'elle était bien et qu'elle se sentait l'esprit en paix. Je traînais le pas pour la regarder marcher devant moi. L'idée m'est venue de sauter par la fenêtre pour la devancer dans l'atelier, mais au lieu de cela, je suis entré après elle, en me rappelant à l'esprit les formes qu'elle avait dessinées sur les planches, devant lesquelles je me suis arrêté pour les regarder à la lumière de la chandelle. Outre les chats, qui n'en étaient pas, elle avait dessiné des triangles imbriqués les uns dans les autres, en forme de chaîne. Elle m'a dit que c'était des fleurs telles qu'elle les voyait, et comme je n'en avais jamais vu de pareilles. Je me suis retourné. Elle était nue. Voilà ce passage qui annonce une scène encore plus poétique, on va dire. Et j'ai trouvé cet échange de silence et à la fois ces dessins qui sont faits par Farah et qui ne sont pas forcément compris, et ça m'a évoqué les questions de regard, et puis avec cette contemplation de la mer, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses dans cette scène qui étaient belles, qui m'ont touché moi. Donc voilà, je le partage, et je ne sais pas si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez réagir par rapport à ça. Ben, je ne sais pas, mais souvent on me dit que tu écris comme si on voit un film. Ah bon? Peut-être c'est beaucoup imagé ou bien c'est comme ça, mais ça fait partie du travail. C'est comme ça que je travaille. Je n'arrive pas à dire pourquoi. Mais ce moment, il faut écrire 300 pages pour arriver là. Et quand tu arrives là, ça y est, c'est déjà, tu as déjà tout, et c'est tout le travail avant qui a fait qu'à un moment puisse être bien ou fort, ou bien. À part ça, c'est un travail qui est. Voilà, il faut arriver à le fermer. Je ne sais pas. Et par rapport aux lieux qui sont décrits, est-ce que c'est des lieux sur lesquels vous avez besoin d'aller, ou c'est des lieux que vous inventez en esprit? Est-ce que c'est des endroits où vous êtes rendu, que des souvenirs, ou peut-être un mélange de toutes ces... C'est les deux. D'abord, il y a la mosquée. Moi, je connaissais cet endroit avant qu'il soit mosquée. C'était la piscine municipale où on se baignait. Avant, dans les vieux temps. Et après, c'est devenu un chantier. Je n'ai jamais vu le chantier. D'abord, je ne suis jamais entré dans la mosquée. Je ne veux pas voir la mosquée. J'invente la mosquée. Je passe devant la mosquée tous les jours, mais je n'ai pas voulu entrer. Par contre, le phare existe. Il y a un phare qui existe. Je suis monté, j'ai compté les marches. Une marche pas mal, 136, je ne me rappelle plus. Mais là, j'ai vu. Et le reste, c'est l'atelier, comment c'était l'atelier, comment le bois, ça, c'est mon apport. D'accord. Et
il y a forcément. Est-ce que vous faites des recherches plus spécifiques au-delà de justement de la fiction, de ce qui vous vient spontanément en écrivant? Est-ce qu'après, en vous relisant, en corrigeant les pages écrites, vous faites des recherches plus spécifiques pour y apporter des éléments? Je ne sais pas si vous évoquez des choses du chantier, des choses plus réelles ou vérifiées, si vous voulez. D'abord, ça dépend du roman. Par exemple, pour Le Fou du Roi, Un joli chat. Il faut trouver des choses que tu n'as pas. Et il faut avoir la chance d'être là, ici en France, à Paris, pour chercher les bouffons des rois de l'âge classique, du 14e, 13e, 14e siècle. Ça pullulait. Tous les rois ont des bouffons, des nains, des trucs. Et c'est là que j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont servi pour écrire le roman. Sans cela, j'aurais pas écrit ce que j'avais écrit. J'aurais peut-être écrit autre chose. Mais c'est à partir de cela, je suis venu exprès pour chercher chez les bouquinistes surtout, pour trouver et parfois, pour le deuxième, qui est le travail sur le bagnard, sur l'aviateur, alors là, il y avait tous ceux qui sont sortis vivants du bagne. C'était 26, je crois. Hein? Marzouki, Raïs, Bin, tout le monde. Et ils ont écrit leur mémoire, leur témoignage. Pas leur mémoire, leur témoignage. Et c'était tellement bouleversant. Parfois, tu as les larmes aux yeux quand tu lis. C'est poignant, c'est douloureux. Et je n'ai pas écrit, quand je les ai lus, j'étais en 92, 93, 94. J'ai pas eu l'idée d'écrire un roman comme ça parce qu'ils ont tout dit. Il y a tout ce qu'il y a. Et c'est un ami qui m'a dit, c'est un bon sujet, ça. Bien plus tard. Ah oui, tiens, c'est bien. J'ai dit, je vais essayer de d'écrire. Mais je ne peux rien ajouter au témoignage. Ce que je peux ajouter, c'est écrire un roman, de la fiction, et pas le témoignage. Et tu écris quelque chose de différent. Et tu vois, parfois c'est comme ça. Pour le roman là, il y avait la mosquée, bien sûr. J'ai lu des livres, des beaux livres sur la mosquée, sur l'architecture, sur ça. Je suis allé à Marrakech pour demander à quelques menuisiers qui ont participé à l'élaboration de la mosquée, etc. Et il y a toujours une recherche à faire pour être le plus exact possible. Même dans le roman, même dans la fiction, il ne faut pas se confondre les lieux. Ou bien tu écris sur un lieu, c'est le lieu. Il faut qu'il soit précis. Tu écris sur Marrakech, c'est Marrakech. Tu ne vas pas inventer un autre Marrakech. Tu écris sur Casablanca, c'est Casablanca. C'est là que il faut que le réel se côtoie avec la fiction. Dans le réel, il y a aussi votre vie de militant, parce que vos romans, la prison est très présente dans vos romans. La prison dans le sens large du terme, mais aussi dans le sens strict, comme celui dans le roman de l'aviateur. L'idée de cet oiseau vient de là, je pense. Cet oiseau qui rendait visite aux prisonniers de Tazmamart. Et ma question, qu'est-ce que ça vous a apporté, votre expérience personnelle en tant qu'ancien détenu au Maroc? À la littérature, je veux dire. Ce qui m'est arrivé de personnel dans toute ma vie, il est éparpillé un peu partout. Parce que quand tu veux écrire une situation quelconque, tu ne viens pas et tu l'écris. Tu l'imagines et tu te dis, comme un acteur, comme chez Stanislavski, est-ce que ça m'est arrivé à moi pour ressentir quelque chose, pour faire sortir quelque chose? Il faut que ce soit, ou bien que ça t'arrive à toi, ou bien à un ami, ou bien tu as vécu une scène similaire.
pour être dans l'ambiance, pour être le plus exact possible, pour pouvoir ressortir tous les sentiments qui vont avec le... Et c'est comme ça que viennent dans le roman des bribes de vie personnelle, la mienne, de ma femme, de mes amis. C'est plein de... C'est des trucs, des détails essentiels qui arrivent à faire venir le moment que tu as lu. Moi, j'ai une autre question par rapport au cinéma. Comme vous avez travaillé sur des scénarios, j'ai vu pas mal de choses. Est-ce que vous aimeriez qu'un de vos livres soit adapté au cinéma, que ce soit celui-ci ou un autre? J'aimerais bien, mais je ne le ferai pas, moi. Pour moi, il faut que quelqu'un d'autre puisse ajouter quelque chose à ce que moi j'avais terminé. Je n'oserais jamais, ou bien je ne pourrais jamais écrire, par exemple, j'écris plein de scénarios pour plein de réalisateurs, mais je ne pourrais jamais écrire un scénario à partir d'un roman. Je crois, hein. Quand on me le demanderait, je ne sais pas. Mais là, ce que je ressens, c'est ça. J'ai déjà dit à plusieurs réalisateurs que je ne pourrais pas le faire. Merci pour toutes ces réponses. On va maintenant se diriger vers les questions que vont vous poser un certain nombre de personnes dans le public, s'ils le souhaitent. J'avais une question, mais en fait, qui va reprendre des questions qui ont déjà été, des points qui ont déjà été évoqués, mais qui m'intéressent. Et c'est une question que généralement les écrivains n'aiment pas qu'on leur pose. Bon, vous avez le prix, on peut vous torturer encore un petit peu plus. Vas-y, t'en fais pas. Et puis, en fait, c'est parce que vous avez évoqué deux choses qui, moi, m'ont frappé dans votre écriture. C'est justement... Quand vous dites avec beaucoup de modestie, on écrit pendant beaucoup de pages et puis on trouve un petit moment, un petit passage, un petit paragraphe où là c'est bien. Et parallèlement, vous avez cité Joyce dans une de vos réponses. Et ce que je vous avais dit avant le début de cette cérémonie, je ne vais pas trahir nos conversations, mais je vous avais dit, j'ai l'impression qu'il y a un enchaînement d'épiphanies diverses dans votre roman, et des épiphanies qui fonctionnent au niveau des personnages, mais aussi au niveau du lecteur. Et en fait, ça rejoint ce qui avait été dit avec le ressenti de l'aspect poétique de votre écriture. Donc, je ne sais pas si c'est une question, mais cet héritage joycien, ça vous parle ? J'ai pas lu beaucoup de Joyce. J'ai lu un ou deux romans. Il n'en a pas écrit beaucoup. D'accord. Moi, j'ai tendance à dire que ce qui emprunte mon écriture, je crois. Chaque fois, je change de truc. Parfois, on me demande la question. Parfois, on me demande la question. Est-ce que tu es influencé par qui? Par celui-là. Et j'essaie de trouver chaque fois des réponses parce que j'ai lu beaucoup, j'ai écrit presque beaucoup de romanciers du Nord, du Sud, mais je suis arrivé à la conclusion que c'est le théâtre qui m'a influencé plus que autre chose, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, j'étais un mauvais acteur. Je balbutiais, je n'arrive pas. J'ai fait un peu de la mise en scène. Et cette présence de l'acteur devant le public, et cette déclamation d'acteur qui se dévoile. Chaque fois, quelqu'un veut se dévoiler. Je crois que je suis plutôt imprégné par cela que par... j'ai beaucoup aimé beaucoup d'auteurs, et entre autres le grand Céline, qui est un prodigieux, un grand écrivain. Mais c'est ça. Je crois que je suis imprégné par
par le théâtre. Plutôt que par... Mais bien sûr, il y a toujours les traces de ce... Et on ne peut pas échapper à celui-ci ou à celui-là, ou au fur et à mesure des lectures, parce que tu lis, il y a quelque chose qui reste. Tu ne peux pas échapper. Alors, j'allais interrompre les questions, mais il y en a encore une. Merci. En tant que romancier, je voulais savoir si il vous est arrivé d'écrire en dialectal marocain, en darija. Si oui, trouvez-vous que voilà, en tant que romancier, que votre écriture en darija a plus de réception que votre écriture en arabe classique? Merci pour la question. J'ai écrit plusieurs pièces de théâtre. Mais je les ai écrites toutes en dialectal. Parce que je me dis que le théâtre doit être écrit, pour moi, écrit comme ça, parce qu'il est adressé directement à des gens qui comprennent ce qu'il dit. Et quand je vois une pièce écrite en arabe classique, j'ai l'impression d'être devant des gens qui sont dans les nuages, qui parlent d'un au-delà et qui ne sont pas présents avec nous. Parce que c'est à travers une langue commune, une langue que nous ressentons dans notre chair, dans notre sang, qu'on peut percevoir les moments heureux, malheureux dans le théâtre. Et je leur dis, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer en arabe classique. Les gens qui pleurent, c'est darija, ou bien être joyeux dans une noce en arabe classique. Non, heureux, malheureux, triste, c'est en dialectal. C'est pour ça que moi, je conçois que le théâtre doit être écrit, pour moi, en darija, en dialectal. Le roman, c'est autre chose. Le roman, j'ai fait l'essai, j'ai écrit un roman où la moitié c'est un roman de 400 pages qui s'appelle Zo Story, la moitié est en darija, étant un chapitre en darija, un chapitre en arabe, un chapitre en darija. Ce qui est difficile, c'est que le dialectal est plus difficile à lire que l'arabe classique, parce que chacun écrit sa darija. Si nous écrivons tous une seule phrase, chacun va l'écrire d'une autre manière, pas la même. Et alors, personne ne lit le roman. Parce que c'est écrit, la moitié est écrite en darija. Alors, et surtout, si tu veux que le roman soit lu un peu partout dans le monde arabe, il faut l'écrire en arabe. Bien sûr, en conservant une certaine originalité du dialecte. Voilà. Parce que parfois, il y a des mots que tu ne peux pas trouver, ou bien il y a des mots, moments, que tu ne peux pas trouver en arabe classique. Ça arrive. Dans Hashish. En Hashish, il y a, vers la fin, le jeune homme et son frère qui a été blessé, poignardé par un gendarme et qui sont allés la nuit devant l'hôpital. L'hôpital, il est fermé. Il n'y a que lui et son frère, son jeune frère qui était en train de mourir. Et une fois, il lui dit, en dialecte, comment tu sens? Il lui dit, là, il se dégonfle, comme un ballon qui se dégonfle. Et ce petit moment où il sent vraiment qu'il se dégonfle, tu ne peux pas le dire comme darija. Voilà, comme ça, c'est...
Une dernière question. Merci. Justement, je voulais vous poser la question par rapport à la posture de l'écrivain quand il écrit une pièce de théâtre ou un scénario ou un roman, et surtout que vous avez dit que le pouvoir, quand il veut censurer, c'est surtout la télévision. Donc, quelle est la part, si on peut dire, de l'autocensure quand on écrit soit une pièce de théâtre, soit un scénario ou un roman? Merci. Pour la télévision, c'est simple. C'est la télévision qui produit. Tu dois déposer le scénario. Et bien sûr, tu le déposes. On te dit oui, on te dit non. Ça dépend de leur lecture. De Lyon, ils ont un comité. Ça c'est fait chez eux. Il n'y a pas de problème. Quand ils n'aiment pas ça, ils te disent même pas. Pour les films, c'est moins. Pour les films, il y a pas. C'est un comité. Il y a moins de censure. À ce que je sais. Parce qu'il faut aussi mettre dans la tête que vers les années 60, il y avait à Casablanca 150 salles de cinéma. Maintenant, il y a 5. Et dans la plus grande partie des villes, il n'y a pas de salle de cinéma. Hein? Si vous allez à Fès, même les grandes villes, hein? Si vous allez à les petites villes, on n'en parle pas, il n'y en a pas. Benimellal, etc., il n'y a pas de salles. Et dans les grandes villes, il n'y en a pas. Sauf 1 ou 2 salles. Et les gens vont moins en moins. Hein? Il y a un cinéma qui parfois ouvre l'après-midi, parfois, et une fois, il n'ouvre pas. Ça dépend. C'est encore ça aussi c'est important. L'État finance le cinéma surtout pour son image de marque, pour l'extérieur, et parce que les gens ne vont plus au cinéma. Pour le roman, je t'avais dit, il n'y a pas de censure. Ce que j'écris, je le publie, pour moi. Mais je n'ai pas à dire que j'ai été victime de censure, etc. Et comme j'ai dit, c'est surtout parce que personne ne lit. Un grand merci à tous pour la richesse de ces débats, que ce soit sur le roman, la traduction, la littérature marocaine. Vraiment merci, c'est très riche et très, très enrichissant pour tout le monde. Et c'est ça aussi la richesse du prix Caméléon, c'est vraiment d'aller au fond des choses et s'ouvrir sur une culture et une littérature.